Salut à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la vie de différentes courtisanes qui ont fini dans la pauvreté. De la Venise de la Renaissance, où une poétesse fut déchue, à une beauté parisienne muse d'artistes, ces femmes ont vécu dans le faste, aimé avec risque et fini dans une ruine tragique. Rejoignez-moi pour explorer tout cela et plus encore dans notre premier récit. Nous revenons à la Venise du XVIe siècle. Veronica Franca est née dans la classe des Cittadini dans la Venise du XVIe siècle, très probablement en 46. C'était l'apogée de la culture de la Renaissance vénitienne, à l'époque de Titien, le plus grand peintre et dernier maître de ce style. En Europe, la famille Franco évoluait dans les cercles de cour où Titien et d'autres étaient célébrés. Les Cittadini formèrent la haute bourgeoisie de la ville, fournissant des bureaucrates et magistrats à la République. La mère de Franco était une courtisane nommée Paola Fracassa, la cortigiana onezza, ce qui signifie une courtisane honorée. Elles étaient en réalité des prostituées très cultivées, dont les rares clients à la Venise de la fin de la Renaissance étaient politiciens, magistrats et marchands prospères. Nombre de ces courtisanes jouèrent d'instruments, étaient des cultivées et discutaient de poésie, littérature et art avec leurs clients. Elles se distinguaient sans nettement des autres prostituées qui exerçaient de leur métier près du pont du Rialto à Venise et qui avaient une clientèle moins exigeante. La position de courtisane honorée était fréquente dans les cours royales européennes et près des centres de pouvoir des cités-États, comme Venise, Milan et Florence durant la première période moderne. Véronique a appris les compétences d'une courtisane honorée auprès de sa mère alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Cependant, elle a brièvement expérimenté le mariage. Et au début des années 60, alors qu'elle n'avait pas plus de 16 ou 17 ans, elle a épousé Paolo Panizza, un médecin de la ville. C'était un mariage arrangé, auquel Franco a clairement mal réagi. En conséquence, elle a rédigé son premier testament en 64, alors qu'elle n'avait pas encore 20 ans. Franco a demandé à Panizza de lui rendre sa dot. Franco ne se remariera jamais, nous le savons. Sur ses 6 enfants, seuls 3 ont survécu à la petite enfance. Grâce à sa réputation et à ses liens avec de nombreux hommes riches de la ville. Franco a pu se permettre d'élever ses enfants dans de bonnes conditions dans sa propre maison et pouvait même se permettre d'avoir des domestiques pour l'aider. Dans les années 60 et 70, Franca monta parmi les célèbres courtisanes honorées de Venise. Cela peut sembler grossier, mais au XVIe siècle, les courtisanes vénitiennes comme Franca figuraient dans des catalogues détaillant leurs caractéristiques. Pour les marchands et officiels visitant la ville, la citait déjà en 65. Peu après la fin de son mariage, elle fut inscrite parmi les principales courtisanes honorées de Venise. Il indiquait les adresses et tarifs des courtisanes comme Franco en ville. De tels catalogues étaient très pratiques, dans une ville qui aurait compté pas moins de 11 000 prostituées et courtisanes au cours du XVIe siècle. Evidently, Franca était l'une des courtisanes les plus célèbres à la fin des années 60, lorsqu'elle rédigea un Nouveau Testament en 70. Les personnes désignées comme exécuteurs testamentaires faisaient en partie de l'élite de la société vénitienne, par exemple. L'un d'eux était Lorenzo Morosini, membre du Conseil des Dix de Venise, qui, avec le doge, dirigeait effectivement la République marchande. Un autre était Ludovico Ramberti, membre de l'une des familles marchandes les plus puissantes de Venise. Rambardi était sans doute un client majeur de Franco, comme en témoigne son testament également rédigé par lui. 70 a légué une maison près de Venise à l'un des enfants de Véronique. Souvent, la vie de Franca manque frustrant de détails. Le testament de 70 montre qu'en tant que courtisane honorée dans la vingtaine, elle fréquentait les milieux les plus puissants de Venise, et qu'elle gagnait suffisamment d'argent pour s'établir elle-même comme une dame d'une maison éminente. À Saint-Marc en 1974, Franca a brièvement eu son client le plus célèbre.
En mai de cette année-là, le roi Charles IX de France est mort. Remplacé par son frère Henri, devenu Henri III. Cependant, Henri était loin de sa patrie, ayant été couronné roi de Pologne et de Lituanie quelques mois auparavant. Il entreprit un long voyage de retour, fit halte à Venise et y vécut une brève liaison tendre avec Véronique Franco. Des années plus tard, en 80, elle composerait un sonnet dans lequel elle évoquait sa brève liaison avec le roi de France. L'année après la liaison de Véronique avec le roi de France. La peste bubonique toucha le nord de l'Italie. La peste noire n'a jamais totalement disparu après son apparition en Europe dans les années 40. Et elle continuait de frapper des régions avec d'importantes épidémies. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, Venise fut particulièrement durement touchée par l'épidémie de 75, qui dura jusqu'en 1578. Pendant cette période, entre un quart et un tiers de la population de la ville, soit bien plus de 100 000 personnes, furent tuées en l'espace de 36 mois. Avant la médecine efficace, la quarantaine était l'unique protection contre la peste. Les plus aisés quittèrent des villes comme Venise lors d'épidémies pour fuir la promiscuité et limiter la propagation rapide de la maladie. Franca était parmi eux, et elle passa une grande partie des 2 années suivantes loin de la ville, ne revenant qu'en 77, époque à laquelle la vague de peste commençait à diminuer considérablement. À son retour, elle découvrit que sa maison faisait partie des nombreuses habitations de la ville qui avaient été pillées au cours de l'épidémie. À cause de cela, elle avait perdu son argenterie, ses bijoux, ses livres et son argent, une perte matérielle considérable qui équivalait à plusieurs années de salaire en biens. Pour de nombreux Vénitiens de l'époque, ce qui était d'autant plus curieux, c'est que d'autres vols eurent lieu chez elle à la fin des années 70. Et avec le temps, Franca commença à soupçonner que son propre personnel de maison était complice de ces crimes. Franca écrivit sûrement au gouvernement vénitien à cause de ses difficultés financières du milieu des années 75. En 1577, elle suggéra de créer un foyer de charité pour les anciennes courtisanes et prostituées appauvries. Peut-être influente dans cette initiative, elle n'a pourtant pas été sollicitée par le gouvernement pour gérer l'établissement fondé à la fin des années 70. Véronique Franca est aujourd'hui reconnue comme l'une des grandes poétesses et écrivaines européennes du XVIe siècle. Une part de sa réputation venait de son passé de courtisane instruite, mais elle s'accrut dès le début des années 1570, lorsqu'elle rejoignit le célèbre salon littéraire de Dominique Vernier, issu de la puissante famille Vernier de Venise. Ces salons étaient essentiels dans les cours et villes européennes de l'époque moderne. Sorte de club de lecture sophistiqué, Franca devint conseillère littéraire pour les membres du salon de Vernier. Elle débuta aussi la composition de sa propre œuvre poétique majeure. Elle prenait souvent la forme de Capitoli, un poème populaire durant la Renaissance méditerranéenne, surtout en Italie et en Espagne. En 75, juste avant que la peste ne frappe la ville de Saint-Marc, Franca publia un vaste recueil de ses propres poèmes intitulé Terza et Rimes. Il comprenait 25 poèmes, dont 8 écrits par Marco Vernier et un auteur masculin anonyme. Les 17 poèmes du recueil, que Franca a composés elle-même, évoquent sa vie de courtisane. L'engagement de Franco envers ses clients masculins apparaît aussi dans les Capitoli. Les poèmes du recueil, tous adressés à un homme précis, évoquaient sans doute un ancien ou un client actuel. En 80, Franca a publié une autre œuvre intitulée Les lettres familières, qui était un recueil de lettres entre Véronique et certains de ses correspondants et amants au fil des années. Par exemple, la première lettre était adressée au roi Henri III de France, avec qui, comme nous l'avons vu, Franca avait eu une brève relation en 74, alors qu'il retournait en France pour y devenir roi. Il n'est pas clair dans quelle mesure les lettres familières représentent la correspondance réelle qu'elle a eue avec ses compagnons masculins au fil des années, ou dans quelle mesure il s'agissait de pures inventions littéraires. Les lettres familières ont été publiées en 80, alors que Franca allait disparaître des archives officielles.
Cette année-là, elle fut accusée de sorcellerie par Ridolfo Vanitelli, précepteur de son fils qui affirmait qu'elle avait pratiqué des incantations chez elle. Cette accusation était fréquente contre les courtisanes à l'époque moderne. L'Europe s'apprêtait à vivre la phase la plus brutale de la chasse aux sorcières, durant laquelle environ 40 000 prétendues sorcières furent exécutées sur le continent. 96-20. Les accusations portées contre Vanitelli mêlaient des clichés courants sur la sorcellerie et des calomnies concernant son métier. Par exemple, dans ses dénonciations, il la qualifiait de prostituée publique et de sorcière dans un lieu public, qui invoquait le diable et servait d'exemple pour ceux qui persistaient dans le mal. Ailleurs, dans ses dépositions, il affirmait que si cette sorcière, cette prostituée publique masquée et trompeuse n'est pas punie, d'autres feront bientôt de même contre la sainte foi catholique. Heureusement pour Franco, l'Italie n'avait pas une grande tradition de condamnation des sorcières à la suite d'accusations. Mais cela ne signifiait pas qu'elle était sauvée. Grâce à ses relations influentes, elle a été acquittée des crimes reprochés, tandis que Franca a échappé aux accusations de Vanitelli. Ces événements ont entaché sa réputation et, associés aux pertes du milieu des années 1570, ont ensuite causé des difficultés financières et existentielles. Par la suite, tout cela s'est aggravé lorsque son mécène littéraire, Dominique Vernier, est décédé en 82. Par la suite, elle a en grande partie disparu des archives historiques. Elle n'a publié aucun autre ouvrage à notre connaissance et sa déclaration fiscale de 82 indique qu'elle vivait dans un quartier de Venise où de nombreuses anciennes prostituées démunies passaient leurs dernières années. Lorsqu'elle est morte en 91, dans la quarantaine, c'était la fin de la vie de l'une des plus grandes poétesses et courtisanes de la Renaissance italienne. Nous partons en Angleterre, où une simple servante est devenue la maîtresse d'une figure majeure du pays. Née le 6 avril 1765 à Swan Cottage près de Neston, Cheshire, en Angleterre, cette femme deviendra plus tard l'une des beautés les plus célèbres de l'époque romantique en Grande-Bretagne et en Europe. Son père, Henri Lyon, forgeron, est décédé 7 semaines après la naissance d'Emma. Issue d'un milieu relativement modeste, une situation aggravée par la mort prématurée de son père. Emma n'a pas eu d'autre choix que d'entrer sur le marché du travail alors qu'elle était jeune. Cela a eu lieu à l'adolescence, une situation courante au début de l'ère industrielle. La Grande-Bretagne avant l'éducation primaire universelle. À 12 ans, elle était domestique puis a vite déménagé à Londres. Divers postes ont suivi au cours des années suivantes. C'est pendant son adolescence qu'elle a changé son nom pour Emma Hart et a commencé une relation avec Charles Greville, un antiquaire britannique et membre du Parlement, entre 1774 et 1790. Leur relation a duré 4 ans, pendant lesquels Emma aurait également travaillé pour le flamboyant cordonnier et charlatan James Graham en 1785. Greville mit fin à ce qui avait été une longue relation en envoyant Emma chez son oncle, Sir William Hamilton, qui était alors plénipotentiaire britannique à la cour de Naples, où elle arriva. En 1786, Emma épousa ensuite Hamilton en 1791 et en tant que femme dans la vingtaine à la cour de Naples, elle devint une hôtesse. Là, elle rencontra de nombreuses grandes figures littéraires européennes et devint également le sujet de nombreux portraits, notamment ceux de célèbres portraitistes de l'époque tels que Gavin Hamilton, Elisabeth Vigée-Lebrun et Angelica Kauffmann. Ces portraits représentaient Emma dans le style classique et mythologique, la montrant souvent sous les traits de personnages comme Médée, Ariane et Cléopâtre, et commencèrent à asseoir sa renommée dans toute l'Europe. La représentation d'Emma par James Gillray devint particulièrement célèbre. Cependant, au-delà du simple fait d'être un modèle pour des œuvres artistiques, Emma a su exploiter son talent pour l'imitation et la conception du genre de l'époque à son propre avantage. Elle était une hôtesse remarquable, capable de charmer les hommes de pouvoir. Cela influencera plus tard sa relation avec Horatio Nelson.
La vie d'Emma à la cour napolitaine, entre le milieu des années 1780 et la fin des années 1790, se déroulait dans le contexte de grands bouleversements politiques à travers l'Europe. En 1789, une révolution en France a renversé le gouvernement monarchique du roi Louis XVI. Par la suite, cela s'est accentué et a abouti à l'exécution de Louis par le gouvernement révolutionnaire en 1793. La République française était donc devenue un ennemi politique pour pratiquement toutes les grandes puissances européennes. Les grandes puissances étaient profondément troublées par l'idée que les principes révolutionnaires adoptés en France viendraient perturber leur propre situation politique. Ainsi, peu de temps après le déclenchement de la Révolution française de 1789, la France se retrouva constamment en guerre contre des pays comme l'Autriche, la Prusse, la Russie et surtout la Grande-Bretagne. C'est dans ce contexte qu'Horatio Nelson arriva à la cour des Bourbons à Naples en 1793. À cette époque, Nelson était l'un des grands amiraux de la Royal Navy, ayant exercé plusieurs commandements majeurs en Méditerranée et supportant le poids de sa carrière. Il avait perdu la vue d'un œil lors d'un engagement près de la Corse avant d'arriver à Naples. Chef hautement accompli sur ses eaux. À l'automne 1793, Nelson devait rassembler des renforts pour le conflit entre la France et les puissances européennes. C'était un début de la grande campagne méditerranéenne de 1793 à 1796. Série d'engagements navals entre la Royal Navy britannique, basée dans les ports italiens, et la flotte révolutionnaire française à Toulon, dans le sud de la France. L'issue de la bataille pour la péninsule italienne dépendait de cette opération navale prolongée. La mission mènerait également à la rencontre de Nelson avec Lady Emma Hamilton. Emma rencontra Nelson peu après son arrivée dans le sud de l'Italie. C'était en tant qu'épouse de l'envoyé britannique à la cour napolitaine, Sir William ou Lord Hamilton. Non seulement Emma était donc mariée, mais Nelson l'était aussi. Fanny Nisbet, en 87, était une épouse dévouée, tandis que Lord Hamilton accepta bientôt la liaison entre Lady Emma et Nelson. L'épouse de l'amiral ne l'accepta jamais. Une attirance fut rapidement évidente entre Lady Hamilton et l'amiral Nelson. Les Hamilton ont hébergé Nelson à Naples, où il cherchait du soutien pour les efforts britanniques en Méditerranée. Quelques jours plus tard, en partant, il était évident qu'ils s'étaient mutuellement marqués. Là, l'affaire aurait pu s'arrêter, mais 5 ans plus tard, Nelson se retrouva de nouveau à Naples. À cette époque, les Français prenaient de plus en plus l'ascendant sur l'ensemble de l'Europe continentale. Dirigé militairement par un brillant général du nom de Napoléon Bonaparte, un homme qui allait par la suite se proclamer empereur de France. Cependant, si Bonaparte dominait sur terre, Nelson restait le plus grand commandant naval de son temps. Un fait confirmé par une victoire monumentale sur les Français à la bataille du Nil en août. C'est en rentrant à travers la Méditerranée qu'il s'est arrêté à Naples à la fin du mois de septembre 98. Lady Hamilton aurait bien pu être choquée par l'apparence changée de Nelson. Ayant perdu son bras droit lors de sa première visite et vieilli prématurément par les années en mer, il fut accueilli comme invité par les Hamilton à Naples. Une véritable relation naquit bientôt entre Emma, 33 ans, et l'amiral, 40 ans. Lord Hamilton, pour de nombreuses raisons qui ne sont pas tout à fait claires, décida de fermer les yeux sur les infidélités de sa femme avec leur invité. Il est probable que Hamilton était stérile. Et la culpabilité de ne pas pouvoir donner d'enfant à Emma a peut-être contribué à sa volonté de laisser sa femme s'engager dans cette liaison. En novembre, la presse britannique avait déjà appris la liaison de Nelson en Italie. Désormais, Lady Emma et son célèbre amant seraient toutes sous forte surveillance médiatique en Angleterre. Leurs actions suscitèrent parfois de l'intérêt, mais la haute société britannique était surtout consternée. L'obsession pour le couple ne ferait que croître dans les années suivantes, alors qu'eux et Lord Hamilton rentreraient en Angleterre. En 1799, une révolte populaire éclata à Naples, menant Napoléon à y installer une nouvelle famille royale française.
Au fil des événements, de nombreux membres de l'ambassade et de la communauté britannique, installés là lors des guerres avec la France dans les années 90, commencèrent à rentrer en Grande-Bretagne. En novembre, à leur arrivée à Londres, de fortes tensions éclatèrent aussitôt entre Nelson, sa maîtresse et Lord Hamilton, opposés à l'épouse de Nelson et sa famille. La liaison était bien connue de tous les intéressés avant leur retour en Grande-Bretagne. Cependant, le retour du trio en Angleterre provoqua des tensions désormais impossibles à ignorer. La situation s'aggrava lorsque l'épouse de Nelson, Fanny, comprit rapidement que Lady Emma était enceinte de l'enfant de Nelson. Contrairement au mari d'Emma, Lord Hamilton, elle n'accepterait jamais volontairement cette liaison. Dans un effort pour préserver la paix, Nelson s'installa avec sa femme et leur famille, tandis que les Hamilton vivaient séparément à plusieurs adresses à Londres. Mais quand Fanny lança un ultimatum à Nelson pour choisir entre elle et Lady Emma, cela le força à décider. Peu de temps avant de reprendre du service actif dans la marine en 101, il entama une procédure officielle de séparation avec Fanny. Ce qui était une chose bien plus inhabituelle à faire au début du XIXe siècle que cela ne l'est devenu de nos jours. À la fin janvier en 101, la fille de Nelson et Emma naquit. Ils l'appelèrent désormais Horatia. Nelson étant en mission navale à l'étranger, Emma fréquentait la haute société anglaise pour rallier l'opinion publique à sa cause et à celle de Nelson. Fait notable, cela aurait pu nourrir les rumeurs à Londres. Lors de l'un de ces événements mondains, le prince de Galles, le futur roi George IV, est tombé sous le charme de Lady Emma, bien que sa cour envers elle n'ait rien donné. Cet automne-là, sur la vie d'Emma, Nelson acheta Merton Place à Wimbledon, où ils vécurent ensemble ouvertement. Lady Emma, Lord Hamilton et l'amiral Nelson, après son retour en Angleterre, lorsque le traité d'Amiens de mars mit fin à la guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Peu après, Lord Hamilton mourut en avril. En 1803, cela atténua enfin certaines des critiques que la société londonienne continuait d'adresser au ménage à Troyes dans lequel il vivait. Mais Lady Emma et l'amiral Nelson ne purent profiter d'une relation conjugale plus classique, Lord Nelson ne survivant à Hamilton que 2 ans. Nelson, l'homme qui avait subi tant de blessures au cours de sa carrière navale, succomba finalement à l'une d'elles en 1805. La paix entre la Grande-Bretagne et la France ne dura qu'1 an après le traité d'Amiens en mai. En 1803, la guerre de la Troisième Coalition débuta, opposant la Grande-Bretagne, la Russie, la Comdosite, la Suède et l'Autriche à la France et ses États satellites, dont l'Italie et l'Espagne. Une des principales stratégies de Napoléon durant ce conflit fut de tenter d'envahir la Grande-Bretagne. Mais pour ce faire, il devait amener la marine française, qui était en grande partie stationnée en Méditerranée, à traverser le détroit de Gibraltar et à remonter vers le nord, dans la Manche. Lorsque cela fut tenté, Horatio Nelson reçut la mission de l'empêcher. Le 21 novembre, la Royal Navy britannique, dirigée par Nelson, a vaincu une flotte franco-espagnole conjointe à Trafalgar, au large des côtes du sud-ouest de l'Espagne. Espagne. Plus aucune force française ne pouvait envahir la Grande-Bretagne depuis la France. La plus glorieuse victoire de Nelson fut aussi la dernière. Grièvement blessé lors de l'engagement, il mourut 3 heures après. Emma fut dévastée par la nouvelle. Elle resta alitée plusieurs semaines. À long terme, il fallait gérer le testament de Nelson. L'État britannique voulait exclure Lady Emma autant que possible dans le partage de la succession de l'amiral. Et les propres souhaits de Nelson, à savoir que ses terres et sa fortune soient d'un partagé équitablement entre Emma et sa famille légitime, furent ignorés. Emma reçut un paiement de 2000 livres, la maison de Merton et une rente annuelle de 500 livres. Mais le coût d'entretien de Merton étant bien supérieur à cette rente, elle se retrouva rapidement en difficulté financière. La rente annuelle de 500 livres entraîna une nouvelle bataille juridique avec la famille de Nelson. En conséquence, en 1808, elle avait plus de 15 000 livres de dettes et les tentatives de vendre Merton furent infructueuses. Cet épisode se termina en 1812 quand Lady Hamilton fut brièvement emprisonnée pour ne pas avoir remboursé ses énormes dettes.
Des problèmes de santé se sont succédés les années suivantes. Des amis réunirent assez d'argent pour que Lady Emma et sa fille Horatio s'enfuient à Calais, en France. Pourtant, elle mourut ici 1 an plus tard, à 49 ans, ayant succombé à l'alcoolisme et à l'obésité dans ses dernières années. Une fin tragique pour une femme autrefois célèbre en Europe pour ses portraits valorisant sa beauté. Elle reste aujourd'hui célèbre, ayant inspiré de nombreux livres, chansons et films au XXe siècle. Notamment le film de 73 Legs à la Nation avec Glenda Jackson et Peter Finch, ainsi que le roman de Susan Sontag de 1992, L'amant du volcan, une romance. Pour notre prochain récit, nous allons dans l'Irlande du début du XIXe siècle. Maria Dolores Elisa Rosanna Gilbert, plus connue sous le nom de Lola Montez, est née le 17 février 1821 à Grange, dans le comté de Sligo, en Irlande. Pour une raison inconnue, Elisa a dit être née à Limerick en 1818. De plus, cette date est inscrite sur sa pierre tombale, mais son certificat de baptême prouve que son véritable lieu et sa véritable date de naissance étaient en fait le comté de Sligo. En 1821, son père était Édouard Gilbert, un officier britannique en service dans le comté de Cork, et sa mère était Elisa Olivier, la fille d'un riche homme politique irlandais. Les deux parents étaient issus de milieux aisés. On ne sait pas grand-chose sur l'histoire familiale de son père, mais sa mère a grandi dans la demeure ancestrale appelée Château Olivier, située à Limerick. Bébé, Elisa vivait avec sa famille dans le comté de Roscommon, mais après seulement 2 ans, son père, Édouard Gilbert, a été affecté en Inde. D'abord, la famille a voyagé à Liverpool, en Angleterre, et pendant leur séjour, Elisa a été baptisée à l'église Saint-Pierre. Ensuite, ils sont partis pour l'Inde le 14e mars 1823. Après 4 mois de voyage, ils sont arrivés sains et saufs dans leur nouveau foyer, à des milliers de kilomètres de la Grande-Bretagne. Cependant, après seulement quelques mois en Inde, Édouard Gilbert est malheureusement décédé du choléra. À l'époque, Elisa n'était encore qu'un nourrisson, et sa mère, Elisa Olivier, n'avait que 19 ans. Sa mère devait maintenant s'occuper seule de sa fille. Heureusement, sa fortune, ainsi que ce qu'elle avait hérité de son défunt mari, lui permettèrent de mener une vie décente en Inde. L'année suivante, elle épousa un autre officier nommé Patrick Craigie. Il s'attacha à Elisa et s'occupa d'elle. Cependant, il s'inquiétait de son comportement, car c'était une fillette gâtée et espiègle. Elisa fut finalement renvoyée en Grande-Bretagne pour être éduquée chez les parents de son beau-père à Montrose, en Écosse. C'était sa première expérience scolaire, et elle s'est vite démarquée de ses camarades. Comme elle venait tout juste de rentrer des Indes, un endroit lointain que ses camarades n'avaient entendu mentionner qu'en raison du temps qu'elle y avait passé, sa tenue et ses manières étaient en décrites comme particulières, surtout pour une jeune fille de la classe moyenne. Cela la rendait souvent objet de curiosité et de remarques en rencontrant de nouvelles personnes. Elisa s'épanouissait et appréciait toute l'attention qu'elle recevait de la part de ses camarades et de la communauté locale en général. Un professeur se rappelle plus tard qu'Elisa était belle, mais que son entêtement gâchait cela. Cependant, avec toute cette attention, son comportement espiègle ne fit qu'empirer. Par exemple, à une occasion, pendant un service religieux, elle a glissé des fleurs dans la perruque d'un homme âgé. Une autre fois, elle aurait couru nue dans les rues. À cause de ce comportement douteux, elle a été décrite comme une petite indienne étrange et indisciplinée. C'est sans doute pourquoi sa mère a voulu qu'elle déménage. À 10 ans, elle a été envoyée dans un pensionnat à Monkwearmount, Sunderland. L'école appartenait à la sœur et au mari de son beau-père, et pendant son séjour là-bas, elle a poursuivi son éducation. Mais cela n'a pas duré. À l'école, elle s'est fait connaître pour son tempérament colérique et sa détermination exceptionnelle. Pourtant, après seulement 1 an, elle a déménagé dans une autre école à Camden Place, Bath.
La raison derrière cela était que ses parents espéraient qu'une éducation plus sophistiquée ferait d'elle une vraie dame, afin qu'elle puisse épouser un homme riche. Quelques années seulement s'étaient écoulées lorsque la mère d'Elisa a tenté de la marier à un adjudant de 64 ans. Général du Bengale, Elisa n'avait que 14 ans à l'époque, et elle décrivit plus tard le général comme un vieux coquin goûteux de 60 ans. Néanmoins, c'était une adolescente rusée qui avait ses propres idées à 37 ans. À 16 ans, Elisa s'est enfuie en Irlande avec un capitaine en permission nommé Thomas James. Ils se sont mariés dans le comté de Meath. Elisa et son mari sont vite partis en Inde, mais elle n'a pas su s'adapter à la vie coloniale et le mariage a échoué après que Thomas James se soit impliqué avec une autre femme. Elle fit plus tard remarquer que les mariages hâtifs, comme les chevaux emballés, finissent presque toujours mal. Après 5 ans passés ensemble en Inde, le couple s'est séparé et Elisa était retournée en Angleterre. Lors de son retour en Grande-Bretagne, elle a eu une liaison avec un passager. Quand son mari l'a appris, il a demandé le divorce. Un décret a alors interdit à chaque partie de se remarier. Désormais seule à Londres, Elisa prit des cours de danse et décida qu'elle voulait faire carrière sur scène. Elle se réinventa en danseuse espagnole sous le nom de scène Lola Montes, faisant ses débuts au Haymarket le 3 juin 1943. Dans son autobiographie, elle affirma que ses débuts sur scène furent un succès. Cependant, cela n'était pas vrai. Elle fut reconnue comme Madame James et huée hors de la scène pour avoir été une fausse danseuse espagnole. Un homme qu'elle avait rejeté mena plus tard une protestation contre elle. Tout cela a entravé sa carrière en Angleterre, alors elle s'est partie sur le continent à la recherche du succès. À cette époque, elle a commencé à accepter des faveurs d'hommes riches. La rumeur s'est propagée et beaucoup l'ont vite vue comme une courtisane. Elisa, désormais connue sous le nom de Lola Montes, s'est rendue en Allemagne. Pendant son séjour ici, elle aurait agressé un policier avec une cravache. Plus tard, elle portait toujours une cravache et l'utilisait souvent. Ce moment est resté comme un tournant pour cette caractéristique unique chez elle. De plus, c'est en Allemagne qu'elle fit la connaissance du célèbre compositeur hongrois Franz Liszt. Les détails de leur relation ne sont pas clairs, mais il est plus que probable qu'ils aient eu une liaison amoureuse dans tous les cas. Grâce à ses contacts, Lola Montes eut l'occasion de débuter à Paris comme danseuse dans l'opéra Le Lazeron de Fromental à Lévis. Malheureusement, sa prestation fut très décevante et publiquement moquée. Un journal de l'époque écrivit que sa beauté lui donnait un avantage, mais sans talent pour l'accompagner. À Paris, elle assistait à de nombreux événements de la haute société, se faisant des amis et des amants dans divers cercles. Elle a eu des liaisons avec Alexandre Dumas, l'homme à l'origine du Comte de Monte Cristo et des Trois Mousquetaires, ainsi qu'avec Alexandre Doujaria, un critique dramatique et propriétaire de journal. C'est grâce à ces hommes riches qu'elle prenait pour amants qu'elle a pu maintenir un train de vie luxueux et poursuivre sa carrière de danseuse. Cependant, une nuit en 1945, après une soirée de beuverie et de jeux, l'un de ses amants s'est disputé. L'éditeur de journal, Alexandre Doujaria, était présent et, sous l'emprise de l'alcool, il a offensé Jean-Baptiste Rosamond de Beauvallon. Furieux, il a provoqué le Doujaria ivre en duel. Bien que Lola, qui était habile avec une arme à feu, ait proposé de prendre sa place, l'éditeur du journal a refusé et a accepté le duel, ce qui a conduit à sa mort. Après le procès, Lola a poursuivi le compositeur Franz Liszt pour une raison étrange. Elle a exigé d'entrer à un banquet masculin et, une fois dedans, a dansé sur une table choquant l'assemblée. Après cet épisode, elle s'est rendue à Munich et est arrivée en septembre 1946. Pendant son séjour là-bas, elle a attiré l'attention du roi Louis Ier de Bavière, qui avait une passion pour tout ce qui était espagnol et féminin.
Une rumeur disait que lors de leur première rencontre, le roi lui aurait demandé si sa poitrine était naturelle ou non, disant « nature ou art ». Elle a répondu à la question en ouvrant le devant de sa robe, révélant ce que la nature lui avait donné. Il ne lui a pas fallu longtemps pour conquérir le vieux roi et devenir sa maîtresse. Les sources de l'époque nous disent qu'elle avait beaucoup de contrôle sur le roi, et qu'elle utilisait son influence pour soutenir les causes libérales, politiques et sociales, notamment en limitant le pouvoir des conservateurs et du clergé catholique. Son influence devint si grande que Ludwig renvoya Karl von Habe, le chef du ministère de l'Intérieur, parce qu'il s'opposait à ce que Lola devienne comtesse. Ludwig était profondément amoureux de Lola, mais cet envoûtement mena plus tard à sa chute. Le gouvernement et la population locale remarquèrent à quel point Lola contrôlait le roi. Ils n'aimaient pas cela, son attitude réformatrice, sa manière arrogante et ses accès de colère. Son impopularité augmenta lorsque sa demande pour être faite noble fut rendue publique malgré le ressentiment qui existait en Bavière. En 1947, Ludwig alla à l'encontre de l'opinion publique et la fit comtesse de Landsfeld. En plus de cela, elle reçut une grande pension annuelle et une belle maison. Un général aurait apparemment dit « Je n'ai jamais vu un tel démon » en parlant de Lola. En 1948, des émeutes éclatèrent en Bavière. Parmi les groupes impliqués, il y avait une faction de l'université de Munich qui s'est soulevée contre le roi. Sur les conseils de sa maîtresse, il ferma toute l'université. Pourtant, en mars, le mouvement révolutionnaire avait pris de l'ampleur et il n'eut d'autre choix que de rouvrir l'université. La puissance des révolutionnaires et l'hostilité envers Lola ne lui laissèrent d'autre choix que de l'expulser du pays et, quelques jours plus tard, d'abdiquer le trône. Malgré sa popularité passée, la relation de Ludwig avec Lola et ses choix sous son influence ont largement causé sa chute. Lola s'enfuit alors en Suisse, où elle espérait que Ludwig la rejoindrait, mais il ne le fit jamais. Puis, à la fin de 1948, elle retourna en Angleterre et épousa rapidement George Trafford Heald, un jeune cornette de l'armée qui venait justement d'hériter d'une fortune. Cependant, les conditions de son premier divorce stipulaient qu'aucune des parties ne pouvait se remarier tant que l'autre était encore en vie. À cause de cela, elle fut arrêtée pour bigamie mais libérée sous caution. Les jeunes mariés furent contraints de fuir l'Angleterre. Au début, ils ont vécu en France puis en Espagne, mais après seulement 2 ans, la relation s'est détériorée. Puis un jour, George Hill disparut mystérieusement. On ignore ce qui lui est arrivé, mais il aurait été retrouvé noyé. Encore une fois, seul. En 1951, Lola est partie commencer une nouvelle vie en Amérique. Elle voulait se réinventer comme artiste. C'est également à cette époque qu'elle a commencé à porter plus fréquemment un fouet avec elle, ainsi qu'un pistolet. Lola a été impliquée dans de multiples agressions, scandales et procès. Apparemment, elle a utilisé son fouet pour battre un homme qui l'avait offensé. Bien que ces rumeurs aient sans doute été fondées, Lola les a niées. Mais elle a tout de même déclaré qu'il y a un réconfort dans tous ces mensonges, à savoir que ces hommes auraient très probablement mérité d'être fouettés. En mai 1953, elle est arrivée sur la côte ouest à San Francisco. C'est ici qu'elle a donné les premières représentations de sa célèbre danse de l'araignée. Le 1er juillet, elle a contracté un 3e mariage avec Patrick Purdy Hall, propriétaire du San Francisco Whig. Après un mois, le couple a déménagé à Grass Valley, en Californie, mais le mariage a rapidement échoué. Il a ensuite demandé le divorce, en citant un médecin allemand comme co-intimé. Quelques jours plus tard, le cadavre du médecin abattu a été retrouvé dans des collines voisines. Lola a passé près de 2 ans à Grass Valley avant de partir pour Sydney, Australie. Elle est arrivée à Sydney le 16 août 1955. Au début, elle a joué dans une pièce intitulée Lola Montes en Bavière, qui était basée sur une partie de sa vie. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle jouait la même pièce au Théâtre Royal de Melbourne,
Elle a exécuté sa danse érotique de l'araignée, soulevant sa jupe si haut que le public pouvait voir qu'elle ne portait absolument pas de sous-vêtements. Beaucoup ont jugé cette performance contraire à la morale publique et certains ont même réclamé son arrestation. Après cela, elle a continué à tourner en Australie avec un succès mitigé. Sa notoriété s'est accrue lorsqu'elle a publiquement fouetté Henry Seacamp, le rédacteur en chef du Ballarat Times, à cause d'un article négatif publié à son sujet en mai. À 56 ans, Lola a fini sa tournée et est repartie à San Francisco avec son manager Noel Folland. Une nuit, il est tombé à l'eau et a disparu. Les détails sont flous et aucune enquête officielle n'a été menée. De retour aux États-Unis, elle espérait poursuivre sa carrière, mais a eu peu de succès. Maintenant, dans la trentaine avancée, elle s'est réinventée en tant que conférencière, parlant de sa vie et des héroïnes de l'histoire. Elle s'est aussi tournée vers la religion et a donné des conférences morales en Grande-Bretagne et en Amérique. En 1959, elle a déménagé à New York et y a vécu paisiblement jusqu'à sa mort. Un journal a écrit qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec les gens du monde. Lola Montes est décédée en janvier 61 des suites de complications causées par le stade tertiaire de la syphilis. Elle est enterrée au cimetière de Greenwood à Brooklyn, New York. Nous restons au XIXe siècle pour notre dernière histoire, mais nous traversons la Manche pour aller en France. La femme qui deviendra plus tard connue sous le nom de Marie du Plessis est en réalité née sous le nom d'Alphonsine Rose Plessis. Le 15 janvier 1824 à Nonant-le-Pont, en Normandie nord de la France. La France alphonsine n'est pas née dans la richesse, loin de là, elle vient d'un milieu de grande pauvreté et de difficultés extrêmes. Son père, Marine Plessis, était le fils illégitime d'une prostituée et d'un prêtre. C'était un homme qui avait été endurci par ses expériences de vie et qui avait lui-même développé une tendance sinistre. Il était violent avec la mère d'Alphonsine. Elle a quitté sa famille pour travailler comme domestique ailleurs et fuir sa vie abusive. On pense qu'elle avait l'intention de faire venir ses filles pour qu'elles la rejoignent plus tard, mais ce projet ne s'est jamais concrétisé. Comme Marie est décédée alors qu'Alphonsine n'avait que 6 ans, l'enfance d'Alphonsine ne s'est pas améliorée. Après la mort de leur mère, elle a été séparée de sa sœur aînée et envoyée chez un oncle. À cette époque, Alphonsine a été envoyée vivre dans la ferme de l'un des cousins de sa mère. Selon plusieurs de ses biographies, Alphonsine y a été maltraitée par certains ouvriers agricoles, et cela a commencé vers l'âge de 11 ans. Finalement, Alphonsine a été sauvée de cette situation difficile lorsqu'elle a été renvoyée chez son père, qui l'a fait apprentie blanchisseuse. Un métier physiquement difficile, peu rémunéré, mais qui l'a sortie de la situation pénible à la ferme. Cependant, même ce répit n'a pas duré longtemps, car le père d'Alphonsine l'a abandonnée au début de son adolescence et semble l'avoir vendue à un vieux célibataire à Paris. Désormais seule, elle a fait preuve de débrouillardise dès son jeune âge, s'échappant du vieux célibataire et trouvant du travail de domestique à Paris. Pendant un certain temps. Par la suite, elle a été apprentie chez une couturière. C'est à la fin de son adolescence qu'elle a débuté comme courtisane. Cette profession lui vaudra une certaine renommée littéraire au milieu du XIXe siècle. Un jour, en 1839, Alphonsine Plessis, qui avait alors 15 ans, se tenait dans une rue de Paris, regardant avec envie un stand de nourriture qui vendait des plats de pommes de terre frites. Alors qu'elle se trouvait là, Juan Luis Nestor Roqueplan, un écrivain, journaliste et directeur de théâtre très respecté à Paris à l'époque, passa et la remarqua, comprenant que son expression venait de la faim et de la privation. Il s'approcha de la jeune femme et lui proposa de lui acheter à manger. Alphonsine le remercia et dévora le plat, lorsqu'on le lui présenta. Cette rencontre imprévue allait transformer la vie d'Alphonsine dans les mois suivants. Grâce à sa relation avec Rockefeller, Alphonsine a rencontré de nombreuses figures littéraires, artistiques et surtout des hommes riches à Paris. À ce stade, elle s'affirmait comme une jeune femme séduisante.
et au début des années 40, elle a enchaîné les relations avec des personnes fortunées qu'elle a rencontrées à Paris. Sa première relation fut avec Monsieur Noulette, riche restaurateur de la ville. Quelques semaines après l'avoir rencontré, Noulette lui avait loué un appartement en ville, rue de l'Arcade, et lui avait donné 3000 francs pour subvenir à ses besoins matériels. C'était le début de sa vie de courtisane, en fait une prostituée pour des clients plus riches. Alphonsine réalisa vite qu'il y avait des clients plus riches que Monsieur Noulette et chercha ailleurs. C'est aussi à cette époque qu'elle prit le nom qui la rendit célèbre, Marie Duplessis. Marie venait du prénom de sa mère et Duplessis était une version modifiée de son nom de famille. Plessis-Alphonsine y ajouta simplement un « du » car cela donnait une connotation aristocratique au nom de famille. Elle développa aussi des intérêts liés à l'aristocratie. Par exemple, l'un de ses amants, un jeune homme riche du nom d'Agénor du Guiche, fit en sorte qu'elle reçoive des cours de danse et de piano, et elle commença également à apprendre à lire et à écrire. Duplessis devint la coqueluche de nombreuses soirées parisiennes dans la capitale française pendant les années 40, célèbre pour son esprit et sa beauté, mais pour ceux qui la connaissaient bien, il y avait aussi chez elle une tristesse contradictoire par moments. Fruit de son enfance traumatisante, sa conscience de la dureté de la vie transparaissait dans ses dons à des fondations aidant femmes maltraitées et jeunes filles abandonnées à Paris, une situation qu'elle avait elle-même récemment fui. Noulet et de Guiche n'étaient pas les seuls amants de Duplessis. Parmi les autres, on comptait Édouard de Périgord, le romancier romantique Roger de Beauvoir, le comte, Gustav von Stackelberg, aristocrate âgé du centre de l'Allemagne, et le compositeur hongrois Franz Liszt. Liszt était probablement la personne avec laquelle Marie était associée, envers qui elle éprouvait le plus d'affection. S'il a connu l'amour, il l'a sûrement ressenti pour lui. Cependant, la vie amoureuse de Marie est certainement aujourd'hui surtout retenue pour sa liaison avec Alexandre Dumas fils, le fils d'Alexandre Dumas père. Célèbre auteur de romans tels que Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, le fils avait lui aussi des ambitions littéraires. Il accomplira partiellement cette ambition plus tard, mais restera toujours dans l'ombre de son père. En 1944, il avait 20 ans. Lorsqu'il rencontra Marie, elle avait aussi 20 ans. Ils entamèrent une relation en quelques semaines, mais Dumas, qui était épris de Marie, était tourmenté par ses relations continues avec plusieurs autres hommes tout au long du milieu des années 1840. Par conséquent, il tenta de s'éloigner d'elle. En 1946, elle a clairement exprimé vouloir continuer leur relation tout en refusant la monogamie. Marie s'est enfuie à Londres brièvement en 1946, où elle a épousé l'un de ses amants, l'aristocrate français Édouard de Périgord. Cependant, elle était également de plus en plus malade, même si elle n'avait que 2 ans. À cette époque, Marie souffrait de la tuberculose, une maladie dévastatrice et épuisante qui avait commencé à devenir de plus en plus virulente dans la misère urbaine exiguë de l'Europe à l'ère industrielle. En outre, on ignorait largement comment la tuberculose se transmettait, son effet sur les victimes, ou comment stopper ses ravages au XIXe siècle. Ainsi, quelques mois seulement après son mariage, Marie sont mortes à Paris le 3 février 1947, à l'âge de seulement 23 ans. Son mari et un autre de ses amants, le comte Gustav von Stackelberg, étaient à son chevet lorsqu'elle est décédée. Ses funérailles au cimetière de John Martha, au nord de Paris, ont réuni des centaines de personnes, dont de nombreux artistes et écrivains parisiens. Une preuve de la hauteur à laquelle elle était parvenue en tant que courtisane dans la capitale française en seulement quelques années. Marie fut immortalisée peu après sa mort par Dumas dans son œuvre la plus célèbre, intitulée La Dame aux camélias, parfois simplement appelée Camille. Le roman était un récit biographique à peine déguisé de la vie de Marie, avec le personnage principal, Marguerite Gauthier, représentant en réalité Marie, et le principal personnage masculin du livre, Armand Duval, étant Dumas sous un autre nom. Le roman se distinguait alors par son portrait empathique d'une courtisane. Sa vie a été largement influencée par sa jeunesse et son époque, ce qui surprenait les lecteurs.
Il est ensuite devenu best-seller en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Dumas a poursuivi avec une adaptation théâtrale de La Dame aux Camélias en 1952. Elle a d'abord été interdite par les censeurs parisiens qui refusaient d'accepter sa représentation à la fois de la prostitution et de la maladie dévastatrice qu'était la tuberculose, sur scène. Mais vu la réputation du père de Dumas, ils ont vite changé d'avis et autorisé la représentation. Ailleurs, la pièce a moins réussi et fut interdite à Londres durant des années. D'autres œuvres ont aussi repris des éléments de l'histoire de Duplessis au XIXe siècle. Quelques années plus tard, le célèbre compositeur italien Giuseppe Verdi composa l'un de ses opéras les plus acclamés, La Traviata, qui racontait l'histoire de Marie. L'opéra de Verdi s'inspire de la pièce de Dumas, après sa visite à Paris en 1852 lors de la représentation de La Dame aux Camélias. Verdi fut frappé par l'histoire et commença immédiatement à composer la musique de ce qui allait devenir un opéra inspiré du récit de Dumas sur l'histoire de Marie. Le résultat finalisé en 1853 fut La Traviata, ce qui se traduit approximativement par la femme déchue. Elle a été jouée pour la première fois à La Fenice, Venise, en mars 1853. Le personnage principal, Violetta, était manifestement inspiré de Marie Duplessis. Son histoire finit comme celle de Marie. Après la prostitution, elle meurt de la tuberculose. Bien que La Dame aux Camélias soit encore censurée en Grande-Bretagne, la Traviata a été jouée à Londres peu après sa première dans le nord de l'Italie. La justification était que, bien qu'un public anglais puisse comprendre l'histoire de Duplessis lorsqu'elle était racontée dans le français utilisé par Dumas, on pensait que l'opéra de Verdi serait inintelligible pour un public anglais, où peu de gens parlaient ou comprenaient en l'italien. La Traviata fut le premier opéra à montrer un personnage mourant de la tuberculose. De plus, le sujet a séduit le public et l'histoire de Marie est vite devenue un des opéras les plus populaires du XIXe siècle. Elle est restée l'une des œuvres les plus acclamées de Verdi depuis un siècle et demi et elle est encore largement jouée aujourd'hui. Ainsi, bien que beaucoup de gens n'en aient pas eu conscience, nombreux sont ceux qui ont vu l'histoire de Marie Duplessis se dérouler devant eux à l'opéra. Marie Duplessis est encore assez bien connue aujourd'hui, en grande partie grâce à ses liens avec certaines des figures littéraires et culturelles les plus en vue du milieu du XIXe siècle, et plusieurs biographies lui ont été consacrées. Dans sa Normandie natale, on peut visiter un musée qui lui est spécialement dédié, le musée La Dame aux Camélias, ainsi nommé d'après l'œuvre de Dumas. Le rôle de Marguerite dans La Dame aux Camélias, ou Camille, est devenu l'un des rôles les plus recherchés à l'âge d'or du théâtre à la fin du XIXe siècle. Et l'histoire de Marguerite a été racontée à nouveau dans des milliers de représentations, des scènes de Paris à Broadway et New York, jusqu'à aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les courtisanes. J'espère que ces histoires vous ont intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. C'est tout pour moi. À bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.